Sophie Persson, c'est à vous. Bienvenue dans ce deuxième débat consacré aux élections européennes qui auront lieu ce dimanche, le 25 mai. Nous recevons aujourd'hui Yolène Coste, la candidate UMP pour la section Océan Indien. Bonjour Madame Coste. Bonjour à tous. Hugues Maillot, tête de liste de Debout la République. Bonjour. Bonjour. Et puis Philippe Leconstant, tête de liste du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Enfin Yvette Duchman, la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Les temps de parole sont bien entendu décomptés. D'abord, qu'est-ce que vous répondez aux électeurs qui pensent que voter à droite ou voter à gauche ce dimanche, finalement, ça ne change pas grand-chose? Ou, je peux poser la question autrement, quelle est la dimension politique de cette élection qui a lieu donc dans quelques jours maintenant? Philippe Leconstant? Je crois qu'il y a un vrai débat qui consiste à dire pour chacun d'entre nous quelle Europe nous voulons pour la France et pour les Outre-mer. Donc tout ne peut pas se résumer à un débat gauche-droite, mais la vision de la droite et celle de la gauche, en clair la vision des libéraux conservateurs et la vision des progressistes n'est pas la même. Et je crois que ce débat est important. Je ne résume pas l'avenir de l'Europe à ce débat, mais suivant qu'on aura au Parlement européen une majorité, comme ça a toujours été le cas depuis la construction européenne, de droite, libérale, conservatrice, ou une majorité progressiste, la politique européenne ne sera pas orientée de la même manière. Et je crois que de cela, il faut qu'on en débatte. Et il appartiendra évidemment après aux citoyens électeurs de se prononcer. Mais la vision de l'Europe, elle n'est pas forcément la même, elle n'est pas la même. Et c'est de cela, à mon avis, qu'il faut débattre. Yolène Coste, vous représentez donc l'UMP et Philippe Leconstant le rappelait, effectivement l'Europe a toujours été à droite. Qu'est-ce que ça change en fonction de l'orientation du Parlement? Qu'est-ce que ça peut changer? Écoutez, moi j'ai une réelle conviction européenne. Je pense réellement que l'emploi, la politique en faveur de la jeunesse est essentielle. L'Europe, même si elle est à droite, parce que l'élan du cœur n'est pas quelque chose qui est à gauche. Vous savez, la droite et la gauche, ce sont des choses très très françaises en réalité. Je pense que c'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit, et je pense que l'Europe l'a bien compris, qui a fait réellement de la jeunesse et de l'emploi une de ses priorités dans cette mandature qui commence, dans cette programmation qui commence. Et c'est essentiel. C'est essentiel de dire que l'Europe a compris que l'emploi, la jeunesse devait être au centre des préoccupations. C'est aussi le cœur de mon engagement politique. C'est aussi ce qui impacte et qui intéresse les Réunionnaises et les Réunionnais, comme les Mahorais d'ailleurs, parce que c'est l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Alors effectivement, les orientations 2014 jusqu'à 2020 sont déjà choisies. Yvette Duchman pour Europe Écologie Les Verts, avec qui Europe Écologie pourrait faire alliance, parce que ce qu'il y a aussi derrière ces élections, c'est le choix du président de la Commission avec des alliances qui pourront se nouer. Tout simplement, nous faisons toujours alliance avec les partis progressistes parce que tout simplement, ce sont ces partis qui proposent mieux d'Europe, une Europe qui est vraiment proche de la population. Mais pour en revenir, je dirais non, effectivement, la droite, la gauche, c'est pas du tout pareil. La droite, nous le savons bien, c'est un parti libéral qui fonctionne avec les multinationales, qui fonctionne avec un seul objectif, qui est l'argent et qui n'est pas l'intérêt général. Nous, ce que nous voulons, c'est l'intérêt général. L'Europe, ça, c'est pour nous tous et pas seulement pour les lobbies, pour les paradis fiscaux, pour les détournements d'argent. L'Europe, ce n'est pas l'affaire de gens qui ne pensent encore une fois qu'à s'enrichir. Et c'est ça c'est ça qui est représenté par les partis libéraux. Non, l'Europe, encore une fois, c'est l'intérêt général de nous tous et particulièrement de cette 8e circonscription qui, comme vous le savez, a encore besoin de se développer et a encore besoin d'un accompagnement avec un partenaire solide, efficace. Un partenaire donc qui sera un partenaire nécessairement de gauche, parti progressiste. Non, je parlais de partenariat avec l'Europe. Je considère que l'Europe est notre partenaire. Et comme je le disais, oui, effectivement, nos idées et nos actions se rapprochent sont aussi des partis progressistes. Certainement pas des partis libéraux. Il va y avoir en tout cas des jeux d'alliance. Hugues Maillot, vous êtes d'un parti qui est très critique
envers l'Europe. Comment est-ce que vous voyez cette élection-là qui approche? C'est pas critique envers l'Europe, c'est critique envers l'Union européenne. Et je crois que effectivement le débat droite-gauche est un débat hypocrite, puisque que ce soit Europe Écologie Les Verts, l'UMP ou le Parti Socialiste, ils ont voté les mêmes traités qui ont construit l'Europe actuelle, qui est une Europe des marchés. J'ai même entendu Monsieur Le Constant dire l'Europe des marchés a réussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les peuples européens, si les Français sont gagnants dans cette construction européenne. Et que ce soit l'UMP, le PS ou Europe Écologie Les Verts qui ont voté exactement les mêmes traités, nous aurons exactement la même Europe, c'est-à-dire l'Europe des marchés, l'Europe de l'uniformité, l'Europe de la mise en concurrence des peuples. Nous, ce que nous proposons, c'est de revenir à ce qu'était la construction européenne entre 1957 et 1986, c'est-à-dire la bascule s'est faite en 1986 avec l'acte unique européen, mais l'Europe du traité de Rome, l'Europe des coopérations concrètes, l'Europe qui a donné Ariane, qui a donné Airbus, nous voulons revenir à l'esprit de cette Europe-là. C'est une Europe des coopérations où tous les peuples sont gagnants. Les autres, ils nous proposent quoi? Ils nous proposent tout simplement de remettre en cause le pacte social français, de remettre en cause nos acquis sociaux, de remettre en cause notre identité dans un ensemble plus vaste où les intérêts sont divergents. Alors oui, c'est un débat hypocrite, ce débat entre la droite et la gauche, puisque je vous rappelle que ce qui est fondateur de cette Europe-là, cette Europe d'aujourd'hui, c'est l'acte unique européen de 1986. Et cet acte unique européen de 1986, il a été ratifié à la fois par un président socialiste, François Mitterrand, et par un Premier ministre RPR, M. Jacques Chirac. Alors, dans cette configuration, Hugues Maillot, malgré tout, avec qui est-ce que vous pourriez vous allier au niveau du Parlement européen? Est-ce qu'il y a d'autres partis européens qui ont cette même vision que vous? Écoutez, il y a partout en Europe la montée de ce que nous appelons l'euroréalisme, c'est-à-dire... Et que d'autres appellent l'euroscepticisme. Non, l'euroréalisme, c'est-à-dire des députés patriotes et modérés. Je ne parle pas de l'extrême droite, je parle des euroréalistes, c'est-à-dire des patriotes modérés. On considère qu'il y aura, notamment autour de Nigel Farage, qui est aujourd'hui le leader montant en Europe et notamment en Grande-Bretagne, une quarantaine de députés euroréalistes. Eh bien, ces euroréalistes défendront l'idée d'une Europe des projets concrets, défendront l'idée de revenir à l'esprit du traité de Rome. Oui, puisque José Manuel Barroso devrait là céder sa place. Et il va y avoir tout un jeu d'alliance pour savoir qui sera le nouveau président, pourquoi pas la présidente d'ailleurs de la Commission européenne. C'est une question qui pourrait peut-être un petit peu titiller les électeurs et leur donner envie d'aller voter, non, Philippe Le Constant? Parce qu'on sait que c'est une élection, les élections européennes, où il y a beaucoup d'abstention en général. Il y a beaucoup d'abstention et pourtant il y a un enjeu important. Moi, je ne suis pas venu pour polémiquer, mais comme le mot a été utilisé, le débat gauche-droite, c'est ce qui fait avancer les choses. Il y a deux orientations et il appartient à la population de trancher. Je ne vois pas où est l'hypocrisie. Sinon, l'hypocrisie, ce serait plutôt, à mon avis, de se positionner clairement à droite, comme Debout la République le fait, sur l'échiquier national. Vous êtes de droite et il n'y a pas de honte à l'être. Nous sommes gaullistes. Il faut l'assumer. Ne nous positionnez pas à notre place. Nous sommes gaullistes. Non, vous êtes à droite, et le monsieur. gaullisme, c'est le dépassement. Puisque vous aimez les historiques, dépassement de la droite et de la gauche. L'historique vous met à droite. Il n'y a pas de honte à être de droite, il faut l'assumer. Il n'y a pas de honte de venir de droite et il n'y a pas de honte d'être gaulliste, c'est-à-dire de vouloir dépasser les clivages, monsieur Le Constant. Vous êtes de droite et vous ne l'assumez pas. Et l'hypocrisie, monsieur Maillot, ça consiste à dire nous votons avec la droite, même si vous êtes critique avec l'UMP, vous êtes une droite beaucoup plus nationaliste, repli sur soi. Patriote. Peu importe, mais il faut l'assumer. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Votez à droite. Se positionner clairement à droite et après dire que le débat droite-gauche est hypocrite, je pense que l'hypocrisie, elle est là. Cela dit, vous n'avez pas voté les mêmes traités concernant le marché, la droite, et je voudrais rebondir cette fois-ci sur le fond. L'Europe a été construite pour la libre circulation des marchandises. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps. Et de ce point de vue, elle a réussi, puisque l'Europe est devenue un grand marché et que l'Europe est devenue la première puissance économique du monde. Mais pour nous, l'Europe, ça ne peut pas se limiter à un grand marché avec les orientations que la droite lui a toujours données.
les finances, le commerce. Et c'est pour cela que les citoyens ne se reconnaissent pas dans cette Europe. Oui, parce que vous dites, Philippe Leconstant, première puissance économique mondiale. Effectivement, le ressenti de la population n'est pas forcément celui-là. Première puissance économique mondiale dans laquelle il y a 26 millions de chômeurs, dont 6 millions de jeunes, souvent des jeunes très bien formés. Nous avons peut-être une partie de notre jeunesse qui est la mieux formée de notre histoire et qui aujourd'hui n'a aucune perspective d'avenir à cause de ce fléau qu'est l'emploi. Première puissance économique du monde dans laquelle plus de 120 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, et nous en savons quelque chose dans les territoires d'outre-mer, on ne peut pas cautionner cette Europe-là. Moi, je le dis, l'Europe ne marche que sur une jambe. Effectivement, ça marche au niveau commercial, au niveau financier. Mais il manque la jambe, je dirais, humaine, sociale. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le citoyen se détourne de l'Europe. C'est peut-être parce que l'Europe, dans sa construction, avec cette philosophie libérale, s'est détournée du citoyen. Et donc nous disons, et là il y a un vrai débat avec Madame Coste, non, l'Europe n'a pas érigé l'emploi comme priorité. Alors pas tout à fait, puisque... Sinon nous n'aurions pas la situation de détresse dans laquelle se trouvent nos jeunes. En tout cas, Philippe Leconstant, ça fait partie des priorités pour les orientations 2014-2020. Combien de milliards l'Europe met et a mis dans les banques, dans le commerce, et combien elle met sur l'emploi. Nous voulons une Europe réorientée vers l'emploi, le logement, la formation professionnelle, l'environnement, la transition énergétique. Nous voulons une Europe plus humaine et c'est, je crois, le vrai débat dans cette campagne et il appartiendra aux Français, aux Réunionnaises et aux Réunionnais de trancher. Alors Yolène Coste va vous répondre. Juste, je rappelle 10 secondes que effectivement les orientations 2014-2020 pour les RUP, les régions ultra-périphériques dont nous faisons partie, ces orientations-là, elles ont d'ores et déjà été choisies avec la compétitivité, le social, l'intégration régionale et les changements climatiques. Après, effectivement, ça dépend comment ça s'applique. Alors, Yolène Coste, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Leconstant, le candidat socialiste? Je réponds que l'Europe a traversé une crise mondiale qui a été extrêmement dure et que, en l'occurrence, le commissaire Barroso a tenu le cap. Et l'Europe a résisté à cette crise extrêmement difficile que nous avons traversée, que nous continuons à vivre actuellement. L'Europe est en construction, l'Europe est en mouvement, l'Europe est vivante. L'Europe ne peut pas se construire du jour au lendemain, bien évidemment. Et c'est vrai qu'avant de partager la richesse, avant de faire de la politique de cohésion encore plus que nous n'en faisons, parce que nous en faisons déjà bien évidemment au niveau européen, il faut la construire, cette richesse. Et il n'y a rien de mal à dire que le monde économique est là pour aider le préalable à la répartition équitable de la richesse. Alors quels sont les projets concrets qu'on peut mettre en place effectivement dans les RUP ? Puisqu'on l'a dit, voilà, les grandes lignes sont données, le social, la compétitivité. Quels sont les projets européens qui pourraient s'appliquer ici? Les objectifs de l'Europe 2020 sont effectivement beaucoup plus tournés vers l'emploi, vers la formation, vers l'insertion de la jeunesse. C'est un fléau, c'est pas l'emploi qui est un fléau, Monsieur Leconstant, mais c'est le chômage qui est un fléau. Et effectivement, l'Europe l'a bien compris. Et ici, nous devons le décliner de la même façon, et c'est ce que nous avons fait dans les orientations que nous avons choisies au niveau de la zone océan Indien, tant en matière de fonds en matière de FEDER qu'en matière de coopération ou en matière de FSE. Donc, de Fonds social européen. De Fonds social européen. Le problème du chômage est un problème essentiel. Et moi, je milite et je militerai vraiment dès lundi pour que dans chaque directive votée, dans chaque acte que l'on fait au sein de l'Europe, la dimension de la création d'emplois soit prise en compte. Il y a actuellement des études d'impact sur l'environnement et c'est très bien ainsi, mais il faut absolument qu'il y ait des études d'impact sur la création d'emplois que génère telle ou telle directive et aussi qu'il y ait des études d'impact sur les conséquences que peuvent avoir un certain nombre d'accords, de directives au niveau des régions ultrapériphériques et au niveau de notre région. On parlera notamment du traité transatlantique dans un instant. Yvette Duchmann, ça vous rassure les propos de Yolène Coste? Là, ça va dans le sens de ce que vous disiez aussi tout à l'heure ou pas du tout? Vous ne voyez pas les choses pareilles? Aujourd'hui, je vais vous citer tout ce que fait l'Europe à La Réunion, parce qu'il faut absolument que nos citoyennes et nos citoyennes sachent ce que c'est que l'Europe. Il y en a tellement que j'étais obligée de
de les sortir. L'IUT de Saint-Pierre, cofinancement. Lycée Mahatma Gandhi, Phytobank, banque de données microalgues océan Indien. Ce sera trop long. Achat de matériel des dimensions numériques pour les sciences réunions, manifestations. Cyclotron et plateforme de recherche médicale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, et encore plein, réhabilitation des collèges. S'agissant du patrimoine, elle restaure tout ce qui est patrimonial dans nos régions et elle, bien sûr, elle est pour l'identité de nos régions, l'identité culturelle, notre identité plurilingue et notamment la langue. Donc, il y en a encore plein. S'il fallait, il faudrait un jour pour tout expliquer. Ceci pour dire que l'Europe effectivement est tournée pour cette prochaine mandature vers aussi l'environnement. Pourquoi l'environnement? Oui, parce que l'environnement, les changements climatiques font partie des orientations nous avons des urgences. Pour les régions ultra-périphériques. Nous avons des urgences, non seulement dans nos régions, mais nous avons aussi des urgences nationales et mondiales. Vous savez que les écologistes pensent global et agissent local. Nous avons l'urgence de la pollution. À Paris, on ne peut plus respirer. Il ne faut pas que ça nous arrive ici. Nous avons l'urgence de la pollution, non seulement eau, maritime, terrestre, l'air. Ceci provoque des maladies graves, des malformations d'enfants, des cancers, des nouvelles maladies. Et tout cela, nous sommes contre. Et c'est ce que l'Europe propose. L'Europe propose, et l'Europe n'est pas quelque chose de figé, comme le dit debout la République. L'Europe, c'est un organisme vivant, dynamique, qui accompagne la société. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'aujourd'hui, certes, elle garantit, oui, bien sûr, il y a l'emploi. Et l'Europe, dans tout ce qu'elle préconise, garantit l'emploi, propose de l'emploi. Et notamment... Vous êtes d'accord avec Madame Coste, alors? Je suis d'accord avec... nous ne pouvons qu'être d'accord. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec les forces libérales. Je le répète. Moi, je pense que les forces libérales, ce qu'elles proposent, c'est toujours l'enrichissement des riches. Nous l'avons vu ici, nous l'avons vu ailleurs. C'est les riches et leur intérêt général. J'aurais dit ça. Ce que je dis, c'est que l'UMP n'a pas inventé la poudre. C'est les citoyens ensemble qui réfléchissent et l'Europe, depuis bien longtemps, a compris, puisque nous sommes... On l'a dit tout à l'heure là, nous avons un grave problème, c'est le chômage. L'Europe, à travers toutes ces orientations, propose depuis très longtemps, c'est pas depuis seulement maintenant, puisque encore une fois, quand elle nous met à profit, quand nous pouvons profiter des fonds financiers, et je le dis bien profiter, nous tous ici dans nos pays, nous devons pouvoir profiter de ce que propose l'Europe. Quand elle le fait, c'est automatiquement de l'emploi qu'elle propose. C'est automatiquement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Hugues Maillot? Et qu'est-ce que vous pensez de ces orientations donc, qui prévoient d'ores et déjà de tenir compte de l'emploi et plus précisément de l'emploi des jeunes? On vient d'assister à une entreprise de désinformation des Réunionnais, d'intoxication. Oui, je dis de désinformation et d'intoxication, parce qu'en réalité, l'Union européenne appauvrit la France et appauvrit la Réunion. Dans quel sens? Elle appauvrit, il y a je vais donner deux chiffres qui sont deux déficits. Le premier déficit, c'est le déficit de subventions, c'est-à-dire que la France aujourd'hui finance 8 milliards de plus qu'elle ne reçoit. C'est-à-dire que l'Union européenne récupère en gros un tiers des subventions que la France lui accorde, et elle en fait quoi? Eh bien, elle l'oriente vers les pays de l'Est. Pourquoi? C'est le principe un peu Non, elle l'oriente vers les pays de l'Est. Pourquoi? Pour servir le projet de l'Allemagne, qui consiste à faire venir des travailleurs des pays de l'Est pour résoudre le problème démographique allemand. Alors que le problème de la France, c'est de donner du travail à ces jeunes. Et on en sait quelque chose à La Réunion. Donc, premier déficit, c'est un déficit de subvention. Et puis, deuxième déficit... Alors j'ai entendu l'autre jour M. Le Constant nous dire que en fait ce qu'on perdait en subvention, on le gagnait en activité économique. Eh bien c'est faux, M. Le Constant, puisqu'il y a les chiffres de 2013 qui viennent de sortir du commerce extérieur de la France, mais c'est pas que 2013, c'est depuis 2002, depuis la création de l'euro. On voit qu'il y a un déficit commercial de la France vis-à-vis non seulement du reste du monde, mais vis-à-vis du reste de l'Europe aussi. 38 milliards
de déficit commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe des marchés que nous proposent nos trois compères, excusez-moi, eh bien cette Europe des marchés, elle amène la délocalisation des industries. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Narassiguin hier dans le GIR. La désindustrialisation de la France. Et la désindustrialisation de la France, c'est un gros mot, mais la réalité c'est quoi? C'est la perte d'emplois depuis plus de 10 ans. Il y a 1 million d'emplois industriels qui ont été perdus en France à cause de cette façon de construire l'Europe. Alors comment dans ces conditions, Hugues Maillot, vous expliquez que l'Allemagne, qui est encore un plus gros contributeur que la France dans l'Union européenne et qui a lui aussi un déficit, c'est un pays qui donne plus qu'il ne reçoit, lui ne connaît pas de désindustrialisation. Mais l'Allemagne n'a pas les mêmes besoins que la France. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Allemagne est un pays qui vieillit, qui ne fait plus d'enfants, qui n'a plus besoin de créer d'emplois pour lui-même. Donc, la croissance, elle se nourrit effectivement de l'arrivée de salariés à bas coût. Moi, ce que j'attends de progressistes, on n'en a pas parlé encore pour l'instant, c'est de mettre fin à la directive des salariés, des travailleurs détachés. La mise en concurrence des droits sociaux. Quand on fait venir des travailleurs des pays de l'Est et qu'on paye les droits sociaux au niveau des droits des pays de l'Est et pas au niveau des cotisations sociales françaises, quand est-ce que vous mettez fin à ce scandale qui fait qu'il y a plus de 350 000 travailleurs qui viennent des pays de l'Est pour concurrencer les travailleurs français à des coûts qui sont largement inférieurs? Ça, c'est un vrai scandale. Si on est progressiste, on doit se battre contre ça. Et on doit se battre pour être majoritaire, Monsieur Maillot, voilà. Parce qu'en politique, et c'est le b.a.-ba en démocratie, vous ne pouvez pas réorienter une politique si vous n'avez pas les moyens politiques de le faire. Donc nous nous battons pour la réorientation de la politique européenne. J'ai bien entendu le discours ultra-conservateur que vous tenez durant toute cette campagne. L'Europe est accusée de tous les maux. L'Union européenne appauvrit les peuples. Alors, vous avez des peuples qui se battent pour entrer dans l'Europe, qui sont candidats parce qu'ils ne peuvent pas envisager un avenir sans l'Europe. On est même au bord d'une guerre parce que des gens veulent entrer dans l'Europe. Mayotte attend beaucoup de son accession aux critères RUP, parce que les Mahorais ont bien compris ce que la départementalisation dans un premier temps et la rupéisation va leur apporter. Et vous êtes en train de tenir un discours qui consiste à dire il faut se replier sur soi-même, il faut revenir comme avant, vous proposez un recul, vous êtes bien dans la logique conservatrice de votre leader, M. Dupont-Aignan. Nous sommes critiques vis-à-vis de l'orientation européenne et nous ne pouvons pas nous reconnaître dans une Europe qui sacrifie sa jeunesse sur l'autel de l'austérité, parce que c'est le cas, 6 millions de jeunes sans emploi, souvent de jeunes formés comme ils ne l'ont jamais été dans le passé. Et sur les travailleurs détachés, alors qu'est-ce que vous répondez à M. Maillot ? Il faut une majorité pour lutter contre les paradis fiscaux comme le détachement, pour faire cette Europe beaucoup plus humaine, il faut une majorité. Et nous sommes en plein dans le débat plutôt que les incantations, plutôt que le discours de la droite qui aujourd'hui dit oui, il faut changer l'Europe, il faut qu'elle devienne plus humaine, plus sociale, sauf que pendant des décennies, et notamment durant les 10 dernières années, la droite, les droites avaient tout en main. Le gouvernement français depuis 10 ans, le parti le plus important au niveau du Parlement européen, le PPE, et vous ne l'avez pas fait. Comprenez qu'il y ait un sérieux doute chez nous lorsque la droite se met à dire qu'il faut une Europe plus humaine et plus sociale. Il y a, encore une fois, une Europe qui a été construite sur une seule jambe, dans laquelle les populations ne se reconnaissent pas. Il faut réorienter la politique européenne. Pour cela, il faut des élus de gauche au Parlement européen qui soient plus nombreux que les élus de droite, parce que ça se passe comme ça au sein d'un Parlement. Quand on est dans l'opposition, on peut critiquer, dénoncer, on peut être dans l'incantation, on ne peut pas agir. Et je prendrai juste un exemple sur la jeunesse, 30 secondes. Les socialistes, qui pourtant ne sont pas le parti le plus puissant au sein du Parlement européen, ont fait voter, et une majorité l'a voté au Parlement européen, la garantie jeunesse. 6 milliards, oui, parlons-en. 6 milliards, votés, non, mais ça ne m'amuse pas, parce que c'est l'un des problèmes les plus graves. D'accord. La garantie jeunesse, c'est 6 milliards votés pour assurer à chaque jeune qui se trouve au bout de 4 mois en situation de chômage, qui n'a pas de perspective, avoir un emploi ou un contrat d'apprentissage, une formation digne de ce nom. C'est bien 6 milliards, ça ne suffit pas. C'est 21 milliards que nous, au Parlement européen socialiste, nous avons demandé. Voilà un exemple
d'une mesure qu'on peut faire voter, même quand on n'est pas majoritaire, mais qui malheureusement ne suffit pas à l'égard du fléau qu'est le chômage. Et donc la garantie jeunesse, elle doit représenter une chance pour nos jeunes à condition que des moyens beaucoup plus importants soient débloqués. Et encore une fois, moi je ne me reconnais pas dans une Europe qui débloque en quelques jours des milliards pour sauver les banques, comme M. Sarkozy et Mme Merkel l'ont fait, et qui rechigne à mettre la main à la poche lorsqu'il s'agit de créer des emplois. Yolène Coste, sur cette question, puis on passera dans la foulée à l'octroi de mer, parce que là c'est effectivement un sujet très concret qui nous concerne ici à La Réunion, puisque dans 6 mois, il y a un sursis uniquement de 6 mois pour le moment. Alors, sur cette question des travailleurs jeunes, Yolène Coste. Sur la question des objectifs et des orientations de l'Europe pour 2014-2020, ce que l'on appelle l'Europe 2020, la jeunesse est effectivement et l'emploi est infiniment mieux prise en compte. C'est le cas dans un certain nombre de programmes, c'est le cas dans Erasmus, qui est devenu Erasmus+, qui s'ouvre aux étudiants comme il l'était, mais aussi aux travailleurs et aux sportifs, aux demandeurs d'emploi et aux sportifs. C'est le cas dans un certain nombre de programmes. Si on parle de la garantie jeunesse, effectivement, ce que je voudrais quand même dire, c'est que l'État français n'a pas souhaité que ce soit les régions qui le gèrent, en tout cas notre région, la région Réunion, qui le gère via le préfet, puisque c'était une gestion proposée qui pouvait être faite par les préfets, et que c'est resté pour partie au niveau de l'État pour compenser un certain nombre de mesures prises en amont par l'État et qui a trouvé là une source de financement. Donc effectivement, si l'État français puise dans la réserve européenne, qui est effectivement insuffisante, je vous l'accorde, il faudrait non pas 6 ou 7 millions, mais bien 21 millions, effectivement, milliards, bien évidemment, eh bien, si l'État français puise dans cette réserve pour appliquer sa propre politique, alors effectivement c'est un puissant fond. L'Europe ne pourra jamais parvenir à traiter ce problème-là. Quant à l'ouverture au monde, moi je suis convaincue que à l'heure où on se parle, la mondialisation est un fait. Et vous parliez de Gaulle, et De Gaulle disait il faut regarder les faits en politique. Et c'est un fait. Donc on ne peut pas se replier. Et, la région en particulier de la zone océan Indien, notre région, doit s'ouvrir au monde. Mayotte, la Réunion, notre océan Indien doit s'ouvrir au monde. Et l'Europe est une façon, un ancrage dans cette mondialisation. Et c'est une chance pour nous. Et c'est ainsi qu'il faut le vivre. Alors Yolène Coste, une question économique là très concrète. 1er juillet, théoriquement, l'octroi de mer devait s'arrêter. Finalement, c'est repoussé à encore 6 mois. Le temps qu'au niveau de l'Europe, on regarde un petit peu quels sont les produits qui en bénéficient, à quel taux. Enfin, on a l'impression, et c'est quand même un petit peu affolant, qu'au niveau de l'Europe, on ne sait pas ce qui se passe avec l'octroi de mer et qu'on a besoin de ces 6 mois-là pour savoir à qui ça profite, à quel taux, etc. Ça fait un peu peur quand même d'entendre ça, non? Ça fait un peu peur, mais certaines régions ultra-périphériques n'avaient pas rendu la copie en temps et en heure. Mais la Réunion avait rendu sa copie. La Réunion avait rendu sa copie, d'autres ne l'ont pas fait. Il manque des chiffres quand même sur la Réunion, d'après ce que j'ai vu. Et l'octroi de mer, pour moi, l'octroi de mer, il faut l'adapter, il faut le maintenir, et il faut surtout faire en sorte que le monde économique ait une visibilité sur l'octroi de mer. Ce qui fait cruellement défaut au monde économique pour investir ici à La Réunion, c'est cette visibilité à long terme, pour créer de l'emploi et pour investir de façon générale. Donc l'octroi de mer, à mon sens, doit être maintenu. Il peut être maintenu ? Oui, il peut être maintenu. L'Europe peut faire en sorte de noter cette dérogation-là, d'autant plus que l'État français, on le voit, a une politique d'austérité pour le coup qui fait que effectivement au niveau des collectivités il y a un désengagement. Donc il ne faut pas considérer que l'octroi de mer renchérit la vie, parce que c'est la première analyse que l'on peut faire, mais en réalité quand on va plus au fond, ça n'est pas le cas. Donc il faut maintenir l'octroi de mer pour préserver l'économie réunionnaise, préserver les emplois qui existent, pouvoir en créer d'autres, mais il faut l'adapter. Il faut avoir des mesures particulières pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 650 000 euros par exemple. Il faut pouvoir réviser nos listes. Beaucoup plus facilement. Actuellement, la révision des listes demande des années et ça n'est pas possible parce que le monde bouge, le monde évolue, on est dans le mouvement. Et si on veut pouvoir
introduire ou retirer des produits de ces listes, il faut le faire Plus de souplesse. de façon beaucoup plus souple. Donc ça, c'est essentiel, mais l'octroi de mer en lui-même est un outil dont on ne peut pas se passer. Yvette Duchman pour Europe Écologie, votre position sur cet octroi de mer, là, c'est un sujet très très concret et puis qui concerne très clairement là la Réunion dans les mois qui viennent. Permettez-moi quand même d'ajouter un petit mot sur l'emploi. Aujourd'hui, le créneau des forces libérales pour l'Europe, c'est l'emploi. Mais bon, on rappellera tout simplement qu'après 10 ans de droite au gouvernement, son ministre lui-même a dit, au bout de 2 ans de mandature, que la France est en faillite. Donc voici le résultat des entreprises, des forces libérales au gouvernement. Donc je rappellerai aussi, il faut quand même faire un retour aussi pour ce qui s'agit de la Réunion. La Réunion a connu pendant des siècles, donc je dirais, un gouvernement mené par des capitalistes, parce que nous savons bien que les gros propriétaires terriens menaient une politique de capitalisme. Est-ce qu'on peut revenir et sur voici l'octroi de mer, encore Madame les Duchman. stigmates que nous subissons encore aujourd'hui des forces de droite, de la colonisation. La Réunion doit encore aujourd'hui se débattre pour savoir comment lever des leviers pour proposer aujourd'hui son propre développement avec sa propre identité, avec ses propres forces aussi. Donc, s'agissant de l'octroi de mer, bien entendu, c'est un débat qui doit se poser. Et ce n'est pas seulement le monde économique. C'est un débat qui se pose aujourd'hui. Voilà, qui se pose aujourd'hui, effectivement, qui s'est élu posé aussi avant, madame. Il faut faire l'historique. Et je dirais que ce n'est pas seulement le monde économique qui doit être informé. Pour moi, c'est toute la population qui doit s'approprier de ce problème et qui doit être au courant et s'informer. Pour moi, c'est aussi, pour nous, Europe Écologie Les Verts, c'est aussi un problème de pédagogie. Il y en a assez qu'on nous pose des problèmes tous les jours et que nous ne soyons pas au fait. Vous avez dit vous-même, bien sûr que nous sommes pour le maintien de l'octroi de mer, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous en défaire. Mais vous avez dit vous-même, les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas informés. Nous disons, informons des élections européennes, madame. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne vont pas voter, mais il est clair que c'est vrai. Ben voilà, tous les médias sont d'accord pour dire, et nous sommes d'accord aussi avec eux, pour dire qu'il n'y a pas assez d'informations. Mais madame, ce sont des problèmes cruciaux. Et la région doit aussi, là aussi, mettre de son fait d'informer la population. Parce que nous savons bien que c'est la région aussi qui est en charge ceci et qui répartit. Donc, c'est un problème qui touche toutes nos populations. Nous demandons le maintien de l'octroi de mer parce que pour le moment, nous ne sommes pas préparés à d'autres éventualités. Mais nous devons aussi nous y préparer. Et donc le maintien... Dans un premier temps, on maintient et puis on réfléchit éventuellement à d'autres avec solutions. tout le monde, mais surtout à la population. Pourquoi pas un référendum local? Nous sommes capables aussi, comme je disais, l'Europe, c'est l'avenir, mais c'est nous aussi notre avenir. Nous devons être capables de parler de nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors, quelle est votre proposition de remplacement éventuellement? Parce que vous dites oui pour le moment, et puis après on verra avec Hugues Maillot ce que vous proposez vous sur l'octroi de mer. Vous avez une idée déjà de ce qui pourrait succéder à l'octroi de mer? Encore une fois, madame, nous ne pouvons pas décider pour la population. Quand la population saura de quoi il s'agit, vous faites un sondage aujourd'hui, vous demandez aux gens l'octroi de mer, je l'ai fait moi. Eh bien, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Informons-nous intelligemment. Et après, nous prenons les bonnes décisions avec les acteurs locaux. Alors, Hugues Maillot, sur cette question sensible de l'octroi de mer. Il faut réformer en profondeur l'octroi de mer parce que l'octroi de mer protège la production locale quand il y a production locale. Mais quand vous achetez une automobile, où est la production locale? Et l'octroi de mer s'applique et renchérit les prix, Madame Coste. Parce que l'octroi de mer s'applique au moment de l'importation du produit et pas au moment de sa distribution comme la TVA. Donc ça veut dire que l'octroi de mer entre dans le calcul des marges. Et donc des importateurs font des marges extraordinaires grâce à l'octroi de mer. Sur certains produits, avec le même taux de marge, vous avez des marges qui sont supérieures de 25% à ce qui peut exister en métropole. Donc on précise effectivement pour nos auditeurs, Monsieur Maillot, que en échange, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un échange, mais octroi de mer appliqué à la Réunion, mais le taux de TVA est complètement différent. Le taux de TVA est différent, mais bien entendu, mais la façon dont on applique ces deux taxes est également différente. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il faut maintenir l'octroi de mer
lorsqu'il y a production Vous êtes pour, locale. malgré tout, alors. Il faut maintenir l'octroi de mer lorsqu'il y a production locale. Et lorsqu'il n'y a pas production locale, il faut plutôt aller vers un modèle TVA. D'accord, plutôt aller vers un modèle TVA, mais c'est pour la plus grande part des produits, puisque pour la plus grande part des produits que nous consommons, nous les importons. Donc pour la plus grande part des produits, aller vers un modèle TVA avec une TVA condition. perçue comment alors? Parce que le problème soulevé par la TVA, c'est qu'on dit voilà, ça va partir dans les caisses de l'État français. Comment est-ce que ça revient à la Réunion? Avec une condition, c'est qu'on puisse sanctuariser ces recettes pour qu'elles restent à la Réunion et qu'elle aille financer en priorité les investissements publics dans les communes. Voilà qui est clair. Philippe Leconstant, juste une petite réaction là-dessus et on passe à un autre thème tout de suite. Sur l'octroi de mer, il y a un débat au niveau européen. Et ça se décidera au niveau européen, comme ça a toujours été. Il y a un débat. La classe politique ici est pratiquement unanime à dire qu'il faut défendre cet outil qui est une adaptation à une spécificité locale, à l'améliorer, il faut le maintenir. Mais il y a un vrai débat au niveau européen entre les libéraux conservateurs, dont la philosophie n'est pas du tout celle-là, qui sont pour le tout marché. La libre circulation des marchandises. Et donc, il y a des élus de la droite au niveau du Parlement européen qui sont contre l'octroi de mer. Il y a donc un combat à mener. L'octroi de mer protège notre production. S'il n'y a plus l'octroi de mer, il y aura la TVA. Ça ne fera pas baisser les prix. L'argent ira directement en métropole, dans l'Hexagone, alors que les recettes de l'octroi de mer qui font vivent nos collectivités. Atterrissent directement. Le jour où il n'y en a plus, les impôts augmentent, c'est vraiment pas ce que nous souhaitons. Et donc, l'utilisation, elle est locale. Donc oui à l'octroi de mer, mais encore une fois, c'est ce combat permanent, idéologique qu'il y a au niveau européen entre ceux qui sont contre tout ce qui facilite la libre circulation des marchandises et nous-mêmes qui sommes pour l'adaptation à la réalité locale. Et l'octroi de mer est un outil qui en fait partie. Une réaction, Yolène Coste, maintenant sur l'euro, parce que c'est vrai que ce dont les Réunionnais parlent beaucoup, quand on parle d'Europe, c'est de l'euro. Et en disant, je caricature peut-être un peu, mais ce qu'on entend souvent, c'est depuis qu'il y a l'euro, tout est cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie ? Est-ce qu'il y a un problème? Quelle est la stratégie? Est-ce que vous pouvez répondre à ça alors assez rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission? On ne peut pas nier que quand l'euro a été mis sur le marché, la population, et puis c'était certainement la réalité, a ressenti cela comme un renchérissement du coût de la vie. L'exemple était la baguette de pain qui est passée. Bon, voilà. Et c'est vrai que ça a été perçu comme ça. Néanmoins, l'euro ne peut pas être remis en question à l'heure où on se parle, et du fait en particulier du marché intérieur dans lequel la France exporte pour 60%. Donc on ne pourrait pas imaginer sortir de l'euro. Et à ce moment-là, même si on imaginait cela, ce qui est tout à fait invraisemblable, eh bien à ce moment-là, nos exportations seraient peut-être facilitées, mais nos importations, et en matière notamment d'énergie, de pétrole, etc., seraient extrêmement renchéries. Donc, in fine, dans le portefeuille des Françaises, des Français, des Réunionnais et des Réunionnaises, ça serait infiniment plus cher, la vie. Donc, sortir de l'euro me paraît tout à fait impensable. Impensable. Pour vous, Yolène Coste, donc, et l'UMP. On arrive donc au terme de cette émission. On va faire un petit tour de table. Chacun, vous avez à peu près 1 minute pour conclure. Du coup, je commence avec vous, Madame Duchemann. Yvette Duchemann, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour conclure ce débat consacré donc à l'Europe. Ben nous avons fait 20 propositions pour l'Europe, parce que nous sommes convaincus que l'Europe doit continuer d'exister et doit continuer à nous accompagner. Et s'agissant de l'euro, nous, bien entendu, nous sommes pour que la finance soit régulée, de façon juste. Nous voulons une justice sociale et nous voulons, bien entendu, stopper totalement le dumping fiscal. Et je pense qu'à travers ces volontés et bien sûr à travers l'élection de députés écologistes et des députés progressistes, nous pouvons concourir à harmoniser pour que le citoyen soit gagnant. Donc dans tout ça, in fine, il faut que le citoyen soit gagnant, puisse vivre. Et s'agissant de l'écologie, je vous l'ai dit,
à Europe Écologie Les Verts, nous disons que nous avons des urgences terrestres. Eh bien, ces urgences, ça ne peut que passer par des votes qui tiennent compte de notre environnement terrestre, de notre ressource. Nous vivons sur la Terre, nous devons la protéger. Et c'est pour ça que nous disons le 25 mai, il faut aller voter. Il faut aller voter pour des forces qui prônent l'environnement, pour Europe Écologie Les Verts. Merci Yvette Duchman. Hugues Maillot pour Debout la République, c'est à vous. Oui, on a entendu beaucoup dans cette campagne des gens dire qu'il fallait aller voter pour défendre l'Europe. Moi, je propose aux Réunionnais de voter pour ma liste pour défendre la Réunion. Pour défendre la Réunion dans l'Europe, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous votez pour moi, eh bien, moi, en tant que député, je ferai en sorte que sur les 8 milliards d'euros de déficit budgétaire de subventions que l'on a avec l'Europe, la Réunion en récupère 1, parce que si on récupère simplement 1 milliard, avec ce milliard, on règle 3 problèmes essentiels, que sont le financement pérenne du logement social, que sont la mise en œuvre de la continuité, d'une vraie continuité territoriale, et que sont l'accompagnement des plus de 30 000 jeunes qui sont aujourd'hui dans les missions locales. Si défendre la Réunion, dans le cadre de ces élections européennes, c'est réformer l'octroi de mer, c'est ce que j'en ai parlé il y a un instant. Et puis défendre la Réunion, c'est revenir sur cette décision qui est abracadabrantesque, excusez-moi, qui a été celle qui a été prise en septembre dernier de supprimer les quotas sucriers. Nous sommes protégés par la politique agricole commune, nous sommes protégés par notre statut de RUP et malgré cette protection, nos élus n'ont pas été en mesure de faire en sorte que nos quotas sucriers soient protégés. Merci Hugues Maillot. Alors Philippe Leconstant, c'est à vous pour des raisons de temps de parole. Je vous demanderai une conclusion un peu plus courte que celle des autres, s'il vous plaît. L'Europe, je le dis aux Réunionnaises et aux Réunionnais, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de peuples qui se sont fait la guerre dans le passé et qui aujourd'hui travaillent ensemble. Et nous avons la chance de vivre dans un monde de paix. Mais cette Europe, les citoyens ne s'y reconnaissent pas parce qu'elle est trop libérale et parce qu'elle a donné la priorité au commerce, à la monnaie, alors que la priorité doit être à l'humain. L'Europe doit être une solution pour défendre la Réunion dans la France et dans l'Europe. L'Europe doit être une solution pour créer des emplois, pour améliorer le niveau de vie des ultramarins. L'Europe doit être une solution pour éduquer davantage notre jeunesse et pour aller vers la transition énergétique. Pour construire cette autre Europe, beaucoup plus humaine, beaucoup plus sociale, qui nous protège, il faut réorienter la politique européenne avec une autre majorité. C'est ce que nous proposons de faire au sein du Parlement européen, avec les socialistes et les démocrates. Nous allons construire avec les Réunionnaises et les Réunionnais une autre Europe. Merci Philippe Leconstant. Yolène Coste, c'est à vous, vous avez 1 minute. Une minute pour dire combien mon engagement en politique est fait autour de l'emploi et de la jeunesse, pour dire combien il faut faire en sorte que la Réunion et Mayotte grandissent, s'agrandissent et rayonnent en Europe pour créer de l'emploi et pour que l'avenir de la terre réunionnaise, de la terre mahoraise se fasse dans l'Europe, dans la France, pour la jeunesse, pour que les familles voient un avenir pour leurs enfants, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire en sorte que notre jeunesse ait un avenir. C'est à cela que je m'attaquerai dès lundi, dès le lendemain de cette élection du 25 mai, qui est extrêmement importante. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat sur Réunion Première. Je rappelle que les élections européennes auront lieu donc dimanche le 25 mai.